n'y a pas de souci. Justement, on parlait de la fuite des données. C'est vrai qu'on peut utiliser un ordinateur ou un téléphone professionnel et utiliser une IA pour un usage personnel. Donc, comment on fait? Où vont ces données? Comment, qui les récupère et comment? Et bon, pour nous en parler, je vous demande d'accueillir Taher Issoufali, qui est délégué à la protection des données. Il va nous parler du Shadow IA, justement cette IA invisible, le monde invisible, tout ce qu'on ne voit pas, tout ce qu'on peut utiliser à titre personnel et où ça peut fuiter tout simplement. Avec des applaudissements plus chaleureux, plus nourris, là on va vous donner des solutions. C'est maintenant. Innove. Je commence pas. Voilà, je voulais juste préciser que tes missions, en fait, ça consiste tout simplement à accompagner les structures dans la mise en conformité du règlement général pour la protection des données. C'est ça. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Je me présente, Taher Issoufali. Je suis donc délégué à la protection des données. J'accompagne les structures au GCSTESIS, donc j'accompagne les structures dans leur démarche de mise en conformité au RGPD. Et puis je suis aussi docteur en informatique, auteur d'une thèse sur le physical tracking. Comment vous traquez physiquement avec les ondes émises par vos smartphones et autres objets connectés à votre insu. Voilà. Donc je vais vous présenter aujourd'hui sur une conférence de l'ombre à la lumière, sécuriser l'usage de l'IA en santé. J'aimerais poser le contexte réglementaire au début. On va parler de RGPD, on va reprendre un peu les bases. Ensuite, on va se pencher sur l'écosystème cybercriminel qui se développe de plus en plus avec l'utilisation de l'intelligence artificielle. Enfin, on regardera les enjeux opérationnels. Pourquoi on utilise de plus en plus des outils d'intelligence artificielle et malheureusement, dans la plupart des cas, ils sont non encadrés, non sécurisés. Ça va me permettre de vous introduire ce qu'est le Shadow AI, quels sont les risques associés, et puis surtout une stratégie de contrôle. Il y a 5 points à appliquer au mieux pour pouvoir contrôler au maximum l'usage de l'intelligence artificielle dans vos structures. Et à la fin, je vous présenterai, on va dire, un process d'IA idéal. Qu'est-ce qu'il faudrait faire dans l'idéal pour respecter tous les enjeux liés autour de l'intelligence artificielle? Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et sinon, on est parti. Alors, le règlement général sur la protection des données, je pense que vous savez tous de quoi on parle. C'est une réglementation qui est appliquée depuis le 25 mai 2018 pour toute structure qui collecte des données personnelles. Alors, la question que je vous pose, qu'est-ce qu'une donnée personnelle? On a une définition assez simple. Toute information qui permet d'identifier directement ou indirectement une personne physique concernée. Si je vous dis nom, prénom, vous me dites forcément données personnelles. Si je vous dis maintenant numéro de plaque d'immatriculation, qu'est-ce que vous me dites? Ouais, effectivement, donc parce que avec une plaque d'immatriculation, je peux retomber sur le nom et le prénom de la personne qui a loué ou acheté la voiture. C'est pour ça que dans certaines photos que vous voyez dans les médias, on essaie de flouter au maximum les plaques d'immatriculation. Maintenant, un peu plus dur, si je vous dis une adresse mail professionnelle, est-ce que c'est une donnée personnelle au sens du RGPD pour vous? Non, on me dit non, ok. Est-ce que vous avez d'autres? Il y a une personne. Alors non, pourquoi? Vous pensez que... Très bien. Très bien, ok. Et pour le oui? Il y a quelqu'un qui a dit oui ici peut-être? Ok. Du coup, c'est bien une donnée personnelle au sens du RGPD, mais attention, ce sont des adresses mail nominatives, professionnelles, qui restent une donnée personnelle au sens du RGPD. Une adresse de type contact @hello @, ce n'est pas une donnée personnelle parce qu'à gauche du arrobase, vous n'avez pas de données nominatives. Par contre, nom, prénom d'une personne, d'une structure @lastructure.re, c'est une donnée personnelle. Ok, donc là, vous l'aurez compris, c'est pareil pour les numéros de téléphone. Les numéros de téléphone professionnels sont une donnée personnelle au sens du RGPD, mais les numéros de téléphone standard, d'un standard de la clinique, etc., qui est attaché uniquement à la structure, n'est pas une donnée personnelle. Donc vous l'aurez compris, on a une pléthore d'informations. Je vais aussi parler effectivement des photos. On fait attention au droit à l'image. La photo est une donnée personnelle car elle permet d'identifier la personne. Alors, dans ce grand rond des données personnelles, vous avez un petit rond qu'on appelle les données sensibles. Et donc les données sensibles, vous avez les données de santé,
les données sur les mineurs, les données sur les personnes vulnérables, les données à l'appartenance sexuelle et l'appartenance religieuse et les données biométriques. Donc, quelle est la différence entre données personnelles et données sensibles? Vous avez le grand rond des données personnelles. Dans le grand rond, vous avez un petit rond des données sensibles. Et elles sont beaucoup plus encadrées par le RGPD. Voilà. Donc, il faut mettre beaucoup plus de protection, que ce soit en moyens humains, de sensibilisation. Donc, l'IA, utiliser de l'IA sur des données sensibles, il y a beaucoup plus d'impact que de le faire sur des données personnelles. Des moyens humains, des moyens organisationnels et aussi encadrer le tout avec des moyens juridiques. Mais on en reparlera juste après. Ok, alors, ce qu'on n'a pas le droit de faire avec les données de santé. Donc, pas de données de santé dans les outils grand public. On va parler un peu de WhatsApp. Est-ce que vous savez pourquoi WhatsApp n'est pas considéré comme confidentiel aujourd'hui? Et pourquoi on ne l'autorise pas, en tout cas j'espère que vous ne l'avez pas autorisé, dans vos structures de santé? Effectivement, on me dit qu'on partage les données avec le groupe Meta. Pardon? Alors, en tout cas, c'est pas en Europe. Peut-être que vous voulez dire ça. Ok. C'est pas en Europe, très bien. Alors, on va parler un peu du cas WhatsApp parce que c'est une question, nous, quand on accompagne nos adhérents, en fait, c'est la question qui revient un peu plus, le plus souvent. Pourquoi on peut pas utiliser WhatsApp dans le domaine de la santé? Il faut savoir que WhatsApp, il y a plusieurs articles, en fait, qui enfreignent le RGPD dans leur pratique. La première, on va parler vraiment organisationnel. Dans les conditions d'utilisation de WhatsApp, c'est vraiment très juridique. D'accord? Il y a un problème de transparence et de licéité du traitement. La licéité, c'est la base juridique. Par exemple, on n'a pas demandé le consentement de chacun des utilisateurs pour que WhatsApp installe Meta AI sur nos applications. Quand vous lancez l'application WhatsApp, vous avez le petit Meta AI en fait. Sauf que la bonne pratique, c'est de demander le consentement des personnes pour qu'on puisse utiliser cet outil. Là, entre guillemets, ils l'ont mis sur la fondement juridique de l'intérêt légitime, donc il y a un intérêt légitime pour eux pour le faire, et on vous incite à l'utiliser pour collecter vos données personnelles. Donc dans toute la partie juridique, il y a un problème de transparence, il y a un problème de licéité du traitement, il y a un problème aussi de minimisation des données. On voit que WhatsApp collecte beaucoup de données, plus qu'elle en faut, en fait, pour faire utiliser sa solution. Alors, pourquoi la minimisation? WhatsApp va beaucoup vous dire « je suis chiffré de bout en bout ». Donc, je suis sécurisé. Est-ce que vous savez un peu c'est quoi le chiffrement de bout en bout? C'est, en fait, il n'y a que vous et le destinataire qui a accès à la conversation. C'est ce que WhatsApp utilise aujourd'hui. Donc, c'est-à-dire que techniquement, WhatsApp ne pourrait pas lire vos conversations. Donc, c'est là où, en fait, il y a une réelle confusion. Il y a toute la partie marketing de WhatsApp qui entre en jeu. C'est que, en fait, pourquoi on ne peut pas l'utiliser? Si vous me dites, en fait, qu'il y a un chiffrement de bout en bout. Et alors, pourquoi? C'est parce qu'on va s'intéresser sur les métadonnées. Il y a une collecte massive des métadonnées. Les métadonnées, c'est toutes les données qu'il y a autour de vos conversations. Le nom, le numéro de téléphone associé, le nom du groupe, le type de smartphone, la fréquence d'envoi des dates, votre photo de profil si vous n'avez pas bien configuré vos paramètres de confidentialité, les petits textes à propos. Des fois, quand vous voyez sur WhatsApp, vous avez un numéro de téléphone et vous avez en bas un pseudonyme ou le nom, si la personne a mis son prénom, alors que cette personne n'est pas encore dans vos contacts. Donc, il y a toutes ces informations-là qui sont collectées, qui sont donc situées aux États-Unis forcément pour ne pas être protégées, pour éviter le RGPD. Et toutes ces données en fait ne sont pas sur des serveurs européens, sont principalement stockées hors Union européenne. Hors Union européenne, c'est-à-dire qu'ensuite, quand les données arrivent sur leur serveur aux États-Unis, ils en font ce qu'ils veulent. Et une des premières choses qu'ils font, c'est de pouvoir utiliser l'intelligence artificielle pour croiser toutes les métadonnées qu'ils ont trouvées avec le groupe Meta, donc le triangle infernal, ce que j'appelle le triangle infernal, Facebook, Instagram et WhatsApp. Donc voilà, je vous donne un exemple. Vous avez un groupe, vous avez appelé groupe family, vous avez mis papa, maman dedans. Au même moment, il y a quelqu'un qui a posté une photo de la plage, parce que vous êtes à la plage. Ça, c'est chiffré de bout en bout. Très bien. Par contre, au même moment, cette même personne a aussi publié cette photo sur Facebook, sur un profil public. À partir de là, l'IA va pouvoir faire le lien et savoir avec une forte probabilité quel type de données vous échangez, même si elle n'a pas accès à la conversation. Donc c'est une atteinte à la confidentialité. Je continue sur WhatsApp. Il y a des chercheurs autrichiens, pas plus tard que la semaine dernière, qui ont fait une étude et qui ont trouvé une faille majeure dans WhatsApp, c'est sur la partie des énumérations des numéros de téléphone. Il faut savoir que quand vous acceptez que WhatsApp est accès à vos contacts, votre téléphone, votre application va interroger chacun des contacts que vous avez sur votre téléphone pour savoir si cette personne est sur WhatsApp. Et en fait, l'application vous le dira. Oui, ce numéro est enregistré sur WhatsApp, vous pouvez commencer à lui envoyer directement un message. Vous voyez, donc il y a des échanges
entre WhatsApp et les serveurs, et c'est en fait ces serveurs où on va demander à chaque fois si ce numéro de téléphone est bien dans ma base. Les chercheurs sont allés plus loin, ils ont généré tous les numéros de téléphone possibles et les codes indicatifs, donc ça c'est assez facile aujourd'hui, ok. Et ils ont testé un par un. Donc généralement si on parle de WhatsApp, vous avez en fait des modèles de protection qui vous empêchent de faire trop de requêtes. Ça c'est la base de la base, sauf qu'ils se sont aperçus que sur WhatsApp, il était possible de faire 100 millions de requêtes par heure sans limite. Et donc les chercheurs ont continué à faire cette énumération massive et ont en fait fait une cartographie très précise d'aujourd'hui de ce qu'on a sur WhatsApp. Il y a donc 3,5 milliards de comptes sur WhatsApp aujourd'hui, répartis dans 245 pays, okay, dont le premier est l'Inde, avec 750 millions d'utilisateurs. Et on a même des détails sur le type de téléphone, parce que je vous l'ai dit, quand en fait, on fait des requêtes sur l'énumération massive, on récolte aussi les métadonnées. Donc c'est-à-dire qu'on peut récolter le nom, on peut récolter les photos de profil, on peut récolter la géolocalisation par rapport au code indicatif ou l'adresse IP. Et il s'est avéré que 81% des personnes qui utilisent WhatsApp sont sous Android, 19% sous iOS. Et enfin, il y a eu aussi quelques découvertes liées à la cryptographie. Ils ont vu qu'il y avait, sur la cryptographie, il y avait des échanges de clés qui laissaient entendre qu'il y avait certains usages frauduleux de WhatsApp. Notamment l'envoi massif via l'IA par les cybercriminels de faux messages. Peut-être que vous avez déjà reçu un message par WhatsApp, on vous demande de cliquer un lien. Ben justement, ça passe par des comptes WhatsApp qui sont illégitimes. Voilà. Donc pour toutes ces raisons, on n'utilise pas WhatsApp dans le domaine de la santé. Je vous invite aussi à ne pas l'utiliser dans le domaine personnel. Vous avez plusieurs alternatives sécurisées. Dans le monde pro, on a PandaLab Pro, qui est une messagerie instantanée sécurisée de santé. Et dans le monde perso, vous avez plusieurs alternatives. Signal, Olvit, Trema, il y en a plein, qui sont aussi gratuits. Ok, donc là vous aurez compris pour la messagerie instantanée. Maintenant, je bifurque sur la partie des mails. Pourquoi on ne peut pas utiliser et transférer de la donnée de santé sur un Gmail? Est-ce que vous savez pareil pourquoi on ne peut pas le faire? Ça se rejoint un peu avec WhatsApp, vous aurez compris. Alors, pourquoi si on utilise un Gmail? Google vous dit utilise mon autoroute, elle est sécurisée. Effectivement, c'est vrai. Google investit des millions dans la sécurité, donc forcément, on peut se dire qu'il y a au moins un minimum de sécurité sur l'autoroute de Google. Par contre, Google, ce qu'il fait, c'est qu'à chaque postier là, qui vont prendre votre lettre et la déposer dans la boîte aux lettres, il y a une collecte de données. Ils vont l'ouvrir, tout est automatisé, il n'y a pas des humains derrière, mais je veux dire qu'il y a tout un système d'IA automatisé pour collecter la donnée à l'intérieur de votre message, autour, et pour alimenter son modèle de publicité ciblée. C'est pour ça aujourd'hui, je pense que si je vous demande, est-ce que vous avez déjà reçu des publicités ciblées, et que en fait c'est vraiment lié à vos habitudes, je pense que la plupart me répondront oui. Oui, voilà. Donc Google non, parce que il y a une atteinte à la confidentialité. On utilise une messagerie sécurisée de santé parce que derrière il y a tout un chiffrement, de bout en bout, qui permet de ne pas avoir accès à toutes ces données-là. Et je vais terminer sur cette diapo par aussi les utilisations de WeTransfer et de tous les outils de stockage, de dépôt de fichiers volumineux. WeTransfer, c'est pareil, il n'y a pas de chiffrement derrière, c'est pas confidentiel. Partez sur des solutions comme SwissTransfer, qui est donc développé par Infomaniac, une société en Suisse, là où la réglementation est la plus stricte sur la protection des données. Ok, donc je reviens sur ce que je disais, ce qu'on n'a pas le droit de faire, d'échanger par ces outils grand public des données de santé. On continue. Qu'est-ce que vous avez le droit de faire du coup? Alors, intégrer des outils validés par la structure, par une autorité de santé. Effectivement, il y a tous les moyens qui sont mis à disposition. J'ai mis, au niveau de l'intelligence artificielle, IA intégrée dans les logiciels métiers, je rajoute bien, sous des conditions de vérification. On a eu le cas effectivement de Doctolib qui a intégré l'IA dans ses outils. Il y a encore un flou sur la partie consentement des utilisateurs à pouvoir entraîner le modèle d'IA. Ils disent que le consentement est pris, sauf que pratico-pratique, certains utilisateurs ont déjà fait remonter le fait que Doctolib ne proposait pas un consentement pour entraîner son modèle d'IA. Donc là, on n'est pas conforme et c'est une base légale qui n'est pas adaptée au traitement. Les messageries sécurisés, vous l'avez compris, et puis sur vos prestataires, la première chose qu'on fait, effectivement, si vous avez des prestataires à qui, en tant que responsable de traitement, vous donnez vos données de santé pour les héberger en dehors de vos structures, un prestataire externe, une bonne pratique, c'est de vérifier qu'au moins ils ont une certification HDS pour héberger des données de santé. Pour le reste, utiliser l'IA pour des tâches où aucune donnée personnelle n'est impliquée, oui.
Effectivement, donc là on a mis quelques exemples, reformulation d'un texte sans données sensibles, explication d'un concept médical, etc. C'est autorisé. Mais attention, il faut bien comprendre qu'il y a quand même un peu de collecte de données, notamment dans ChatGPT, si vous l'utilisez sur sa version gratuite. Voilà, on va quand même collecter de la donnée liée à votre IP, à vos prompts pour alimenter le modèle. Il faut quand même l'accepter, alors que eux, encore une fois, ne nous demandent pas le consentement pour le faire. Mais jamais de données de santé, en tout cas dans des fichiers Excel, une image de radio, directement dans les prompts de ChatGPT sur des versions gratuites. Et malheureusement, c'est ce qui se passe aujourd'hui parce que on a donc, alors déjà quels sont les risques de ces usages non appropriés? Alors il y en a plusieurs. Perdre le contrôle du fichier de la donnée, ça sort de votre écosystème de protection en fait de votre entreprise. Vous n'avez plus la main dessus. Et surtout, vous avez compris, dès lors que c'est stocké sur des serveurs américains, on en fait ce qu'on veut. On n'a pas le même niveau de protection des données en dehors de l'Union européenne. Risquer une réutilisation non prévue. Si on est du côté des cybercriminels, forcément, ces données valent de l'or. Ils vont utiliser pour faire du phishing ultra personnalisé. Aujourd'hui, avec l'IA, c'est très facile de générer des mails de phishing. Je pense qu'aujourd'hui, tout au long de cette journée, vous l'avez vu. Exposer potentiellement un patient usager vulnérable. Et oui, il faut savoir que, je vous l'ai dit à l'intro, un nom-prénom, c'est une donnée personnelle. Ça, on est tous d'accord dessus. Par contre, un nom-prénom d'un patient, c'est une donnée sensible. Donc si sur votre structure, vous avez un site internet où vous mettez à disposition des personnes un formulaire, on va dire un exemple, un formulaire où dessus vous permettez de faire valoir un droit d'accès médical aux patients, le formulaire ici, il est considéré comme de la donnée de santé. Le nom-prénom, c'est le prénom d'un usager. Et donc c'est de la donnée de santé. Du coup, il y a toute la certification HGS et les mesures de sécurité derrière qu'on doit encadrer. D'accord ? Donc exposer potentiellement un patient usager vulnérable, vous l'aurez compris, on met des données patients dans les LLM aujourd'hui grand public comme ChatGPT, derrière il peut y avoir des fuites et on peut les réutiliser derrière, vous n'avez plus le contrôle. Et engager sa responsabilité professionnelle. Alors on va voir comment au niveau de votre structure l'IA a été encadrée, on le verra après, mais effectivement votre responsabilité peut être engagée en tant que professionnel de santé. Donc on vous met à disposition des outils sécurisés. Alors je ne sais pas à quel degré de maturité vous êtes, mais c'est pas juste pour faire joli entre guillemets. Ça peut être contraignant, etc. C'est un autre débat. Mais par contre, il faut vraiment vous sensibiliser sur la chose. On ne met pas de données de santé dans des outils LLM grand public. Et enfin, fragiliser la sécurité d'une structure entière. Et oui, ça dépend ce que vous mettez. On parle de données de santé, mais sauf que par exemple Samsung en 2022, première version de ChatGPT grand public, ils ont mis le code source d'un de leurs projets. Voilà. Donc il y a une personne qui l'a fait et donc qui ont été retrouvés derrière sur le dark web. Donc ça peut, si vous mettez trop de données confidentielles, ça peut se retourner contre vous et fragiliser toute la sécurité de l'entreprise. Donc on a vu cet aspect réglementaire. On va maintenant regarder ce qui se passe, et je vais être très bref dessus parce que je pense que sur les conférences d'avant, vous avez déjà eu toutes les explications. Là, au niveau de la cybersécurité, les cybercriminels n'ont pas attendu d'utiliser l'IA, d'accord ? Ils ont vraiment pris le train de l'IA et aujourd'hui, ils ont aussi des modèles automatisés qui permettent d'attaquer vos systèmes d'information, donc à la base vos serveurs, vos applicatifs, etc., mais aussi vos modèles d'IA que vous aurez mis en place au sein de votre structure. Je vous donne un exemple qui a été fait il y a quelques semaines d'Anthropic avec Claude. Donc Anthropic, vous savez, donc il y a Claude qui est donc son LLM, son IA générative, et il s'est aperçu qu'il y a un groupe étatique, un groupe chinois qui a utilisé Claude pour des fins malveillantes. Donc ils ont au début chargé ils ont visé une trentaine de cibles. Ils ont ensuite chargé leur framework d'attaque pour faire comprendre à Claude que voici comment on devrait attaquer avec des phases de reconnaissance, etc. Ensuite, forcément, Claude a refusé au début. Pourquoi ? Parce que ça sort de son éthique. Donc, c'est des actions dangereuses. Et là, c'est ce qu'on appelle le roleplay attack. Les cybercriminels, qu'est-ce qu'on fait ? Ils ont fait croire à Claude que tu étais dans la peau d'un expert en cybersécurité, que c'est un exercice de cybersécurité légitime, un audit, et que en fait, tu vas parler qu'avec des chercheurs en cybersécurité. Très simplement, avec quelques prompts bien construits, on arrive à bypasser cette protection. Et il y a eu un rapport de 17 pages qui explique un peu toutes les attaques. C'est encore sous validation. Il y a certains experts en cyber qui disent qu'on n'a pas assez de preuves, mais le fait est que techniquement, c'est possible de le faire. Dans le monde cybercriminel, vous avez des GPT conçus par les cybercriminels pour les cybercriminels. Vous avez Worm GPT qui fait exactement la même chose. Vous mettez le nom et prénom d'une personne ou le nom d'une structure. Vous lui dites « donne-moi
donne-moi un modèle d'attaque que je pourrais utiliser avec une forte probabilité que ça réussisse. Et là, automatiquement, l'IA va aller faire de l'OSINT, du renseignement à source ouverte, pour aller voir un peu toutes les traces que vous avez laissées sur Internet, si on attaque une structure, et derrière vous donner toute l'attaque qui uniquement, voilà, le cerveau c'est l'humain, mais les tâches répétitives chronophages, c'est l'IA qui le fait. Donc, on a beaucoup plus l'IA donc est au cœur de l'écosystème cybercriminel. Ils emploient de plus en plus ces techniques sophistiquées. On a des exfiltrations de données forcément. C'est le but de récupérer de la donnée de santé et de la donnée personnelle. On a le fléau de la création des deepfakes. Sachs l'a présenté avec son jeu. Est-ce que c'est une IA ou pas qu'il a généré? Dans le monde à la recherche de cybersécurité, on s'inquiète de l'avancement de l'IA et on s'inquiète surtout de comment aujourd'hui on va pouvoir détecter si une image a été générée par une IA ou pas. On a aujourd'hui des techniques, des filtres anti-deepfake qui permettent en fait de voir la couleur de la peau quand vous faites un mouvement sur la vidéo, quand vous faites un mouvement brusque, votre peau, en fait, il y a une circulation sanguine qui fait que sur la main, il doit y avoir plus de sang qu'autre part. On en est là en fait, à examiner pixel par pixel comment un corps humain devrait fonctionner par rapport à l'image où la personne est pour savoir si c'est une image fake ou pas. Et puis après, il y a des analyses plus techniques où on va analyser pixel par pixel, etc. Mais ça devient de plus en plus dur. Donc, une bonne pratique, c'est de faire attention à son identité numérique, avoir une bonne hygiène numérique. Je ne vais pas vous dire de pas de poster de photos, mais faire attention, mettre des filtres, essayer de donner moins de détails. Parce qu'aujourd'hui, avec une photo ou avec même votre voix, 15 à 30 secondes de voix suffit à cloner votre voix et à aller plus loin dans du phishing ultra personnalisé. Aujourd'hui, les attaques de phishing que vous connaissez, c'est le mail, mais on s'approche de plus en plus maintenant du vishing, donc les attaques par voix, où on va regarder si on est dans le domaine de la santé, il y a une personne qui est malade, on va essayer de prendre son image pour envoyer justement une fausse deepfake en fait, ou sur un lit d'hôpital pour essayer à leur famille, pour essayer de soutirer de l'argent, et c'est aujourd'hui des techniques qui marchent. Pour la voix, si on a réussi à la récupérer, on a de plus en plus des attaques par la voix. Donc 15 secondes d'échantillon, on clone la voix, on se fait passer pour de la famille avec je suis dans la galère, papa, maman, merci de me faire un virement, ou papi, mamie, là où on est peut-être moins sensibilisé sur ce côté-là, et c'est des techniques qui marchent de plus en plus. L'injection de commandes malveillantes, là c'est vraiment des attaques sur les IA. On va essayer de de prendre le contrôle de votre IA et d'injecter des prompts qui sortiraient des garde-fous d'une éthique que vous aurez mis. Donc typiquement sur un chat GPT, on aimerait pouvoir lui dire comment on crée des bombes, ou alors comment on ferait un meurtre parfait, comment tu masquerais un meurtre, etc. Ça c'est injecter des prompts malveillants. Empoisonner un modèle, il faut être là aussi au courant. Quand vous avez une IA, il est entraîné sur un modèle de données. On est tous d'accord dessus. Par contre, si le modèle est empoisonné derrière, vous aurez une réponse par rapport au modèle empoisonné. Et en fait, c'est là où il faut faire attention. Vous avez une réglementation sur l'IA qui s'appelle l'AI Act, qui vise à apporter plus de transparence, d'accord, sur les modèles d'entraînement des IA génératives. On montre, en tout cas, les éditeurs doivent montrer en toute transparence quel a été l'ensemble de données auxquelles ils sont entraînés. On est sûr qu'il n'y ait pas de biais, parce que certains peuvent empoisonner le modèle pour, alors ça marche beaucoup en politique, vous l'aurez compris, pour essayer d'avoir des réponses par rapport à leur vision. Et ça, c'est très dangereux. Et enfin, les accès non autorisés d'une IA qui est mal encadrée, mal sécurisée. J'arrive à avoir plus de privilèges, à rebondir par le réseau, dans le réseau interne de l'entreprise et à déployer mon ransomware, par exemple. C'est ce qui arrive très souvent. Donc, et aussi, donc là, je vous ai parlé de Claude. L'IA devient... Alors, par exemple, ChatGPT, ça date que de 3 ans. Ça fait que 3 ans. En novembre 2022, première version de ChatGPT, on est en 2025. Aujourd'hui, on parle d'Agentic AI. C'est-à-dire que là, on arrive à avoir, avec des outils, à ce que l'IA arrive à comprendre le contexte, à s'auto-adapter par rapport à l'environnement, sans qu'à chaque fois, un humain vienne lui dire quoi faire. C'est ce qui s'est passé avec Claude. Claude, les cybercriminels ont juste chargé le framework d'attaque. Et ensuite, il n'y avait que des requêtes pour lui dire est-ce que tu approuves. Donc il y avait une validation humaine, attention, mais 80% étaient quasiment automatisés par l'IA. Ok, bon, vous l'aurez compris, côté cybersécurité, côté cybercriminalité, on avance vite. Et alors nous, côté utilisateur, pourquoi des outils non encadrés sont utilisés? Alors plusieurs critères. Déjà pour la rapidité. Allez sur chatgpt.com, c'est très rapide. On commence le prompt, voilà, franchement c'est très rapide. Les manques d'alternatives. Effectivement, dans certaines structures, on sensibilise, attention, mais on ne propose pas de solution alternative sécurisée. Forcément, les gens vont continuer à aller.
sur ces solutions non sécurisées. La facilité d'utilisation qui est un peu liée à la rapidité. Vous allez sur un site, voilà, encore une fois, de d'IA générative, c'est très facile, très simple d'utilisation. Vous lancez le prompt, terminé. Les coûts réduits et de gratuité apparente. Oui, donc ça, c'est généralement quand c'est gratuit, vous êtes le produit. Et enfin, le manque de sensibilisation au risque. Ça peut être anodin pour un professionnel de santé d'envoyer des données de santé des patients sans protection sur ChatGPT. Derrière, ça peut avoir des conséquences, vous l'aurez compris, l'effet papillon assez grave. Les données ont été fuitées sur ChatGPT parce qu'il y a des groupes cybercriminels qui l'ont attaqué, qui l'ont récupéré. Derrière, on fait une cyberattaque avec du phishing ultra personnalisé. C'est ce qui arrive aujourd'hui. Mais là, on est parti juste qu'une personne qui n'était pas sensibilisée à la chose a mis des données de santé dans l'IA. Donc faites attention, il y a une certaine responsabilité à avoir. Et puis c'est là qu'est né en fait au début le Shadow IT. Donc le Shadow IT, c'est l'utilisation de logiciels non encadrés par la direction, par la sécurité, le pôle informatique et sécurité. Et aujourd'hui, on a ce qu'on a maintenant, le Shadow AI, donc qui est l'utilisation de tout système, modèle ou application d'IA utilisé de l'organisation sans être officiellement approuvé par les équipes de sécurité et la direction. Alors là où le Shadow AI est plus dangereux que le Shadow IT, c'est que déjà, en fait, pour bien comprendre, je vais vous donner un exemple. Sur le Shadow IT, je vous donne un exemple. Quelqu'un peut utiliser un Photoshop qui n'a pas été approuvé par la direction. Et l'IA, on utiliserait du ChatGPT sur des données de santé. Vous comprenez bien que là, le risque, il est démultiplié parce qu'en fait, l'IA a besoin de données pour se nourrir. D'accord ? Enfin, si on parle d'IA générative dans notre cas, vous avez besoin de lui donner de la donnée, des informations dans les prompts. Le logiciel, effectivement, Photoshop, bon, il a été installé sans autorisation. Vous faites votre côté marketing, communication, il y a moins d'impact. Et c'est là où les risques sont démultipliés. Okay, alors, je vous ai donné quelques exemples. ChatGPT pour valider des documents cliniques, Gemini pour analyser des documents médicaux, etc., etc. On fait attention, effectivement, aussi à la transcription des réunions que vous avez peut-être sur Microsoft Teams, qui est donc ensuite utilisé par Microsoft Copilot pour faire de la transcription. La base légale, normalement, et je le rappelle, c'est le consentement. Vous devez au préalable recueillir le consentement de la personne pour collecter sa voix, parce que c'est une donnée personnelle, avant de enregistrer votre réunion. Donc je vois encore que c'est très difficile, enfin on a beaucoup de difficultés à l'encadrer, je comprends, il y a des mesures organisationnelles à mettre en place, mais vous n'êtes pas conforme si en fait vous utilisez sans le consentement explicite des personnes. Ok, donc on a vu ce qu'est le Shadow AI, et là j'aimerais vous donner deux chiffres qui sont assez parlants. Kiteword, ça fait une étude sur l'utilisation de l'IA générative. Elle a regardé 68% des employés accèdent à des outils d'IA générative gratuits à partir de comptes personnels, c'est énorme, mais surtout 93% des employés introduisent des données d'entreprise dans des outils d'IA non autorisés. Alors si je vous demande, est-ce que vous avez déjà introduit des données personnelles ou de santé, voilà, ou des données confidentielles dans une IA générative grand public, qu'est-ce que vous me répondez ? Voilà, malheureusement oui, je pense qu'il y en a qui ont dit non, effectivement c'est bien, vous avez été sensibilisé à temps, mais 93% ça parle, voilà, il y a beaucoup de données qui passent en fait dans des IA non encadrées, non sécurisées. Alors, quels sont les risques de l'usage du Shadow AI, d'accord, donc de l'usage d'outils d'intelligence artificielle non encadrés? Le premier, c'est les fuites de données, vous l'aurez compris. Vous utilisez vous alimentez des modèles d'entraînement de grands groupes auxquels, en fait, vous n'avez plus la main sur la sécurité. D'accord ? Des attaques sur des modèles de ChatGPT, il en existe beaucoup, et il en existera encore. Donc, il y a des potentielles fuites de données derrière, qui peuvent ensuite, derrière, vous l'aurez compris, génération de phishing ultra personnalisé, et ça peut aller très loin sur les données des patients. Le deuxième, on en parlait en introduction de cette conférence, c'est les non-conformités. Forcément, utiliser des données de santé de grand public, non encadrées, ce n'est pas conforme au règlement général sur la protection des données. Le troisième, l'impact financier réputationnel. Alors, en fait, oui, il y a un coût accru s'il y a une violation de données qui a été détectée parce que vous avez mis des données de santé dans des IA génératives non encadrées. Déjà, je me retourne vers tous les RSSI, DSI, DPO dans l'audience. Déjà, sur le parc informatique, c'est déjà contrôler notre parc informatique, c'est très compliqué, sur des sujets sur des outils qui sont déjà référencés. Alors, imaginez que vous devez chercher sur des outils dont vous n'avez même pas la supervision. Forcément, ça vous prend plus de temps,
ça vous prend plus de ressources, et donc il y a un impact forcément financier. Et puis derrière, réputationnel, aujourd'hui, le RGPD de toute façon est clair dessus, on ne peut pas se cacher d'une cyberattaque, il y a des déclarations officielles à faire. Si vous avez victime d'une cyberattaque, il y a des prédéclarations à faire à la CNIL. Si l'impact de la cyberattaque a été beaucoup plus grande, alors vous devez, en toute transparence, avertir les personnes physiques concernées. C'est obligatoire. Et puis derrière, vous avez forcément ces données qui vont revenir vers leur dark web. Et voilà, il y a beaucoup de personnes ensuite derrière qui avertissent de tous ces fuites de données. Et enfin, les risques cybersécurité, oui, vous n'avez pas le contrôle, il n'y a pas de chiffrement de bout en bout, il n'y a pas une gestion des accès, il n'y a pas de journalisation de log. En fait, vous ne pouvez rien y faire. Vous ne maîtrisez pas votre partie de cybersécurité et du coup, forcément, les outils grand public peuvent intégrer des vulnérabilités et surtout ouvrir des surfaces d'attaque non surveillées. Alors, je vais vous parler là sur les surfaces d'attaque. La surface d'attaque, c'est tous vos outils qu'il est possible pour un cybercriminel de voir depuis l'extérieur de votre réseau. Il est assis chez lui, il va sonder un peu tout ce qui se passe et il va regarder tous les serveurs qui sont mis sur Internet et qui sont en fait disponibles depuis l'extérieur. Le problème de l'IA générative sur de l'IA et en particulier de l'IA générative non contrôlée, c'est qu'il est possible aujourd'hui de transformer votre IA en agentic IA. Je vous ai parlé des agents IA via le protocole MCP. MCP, c'est quoi? C'est un adaptateur universel. Il est possible de brancher entre guillemets à votre chat GPT votre Gmail, votre SharePoint, votre GitHub pour que vous élargissez en fait les informations données à ChatGPT pour qu'il aille en toute autonomie les chercher. L'idée, ce serait vraiment de lui dire dans un prompt, ok, j'ai envie d'aller en voyage pour un déplacement pro, c'est toi qui gères. Tu as accès à mon Gmail, tu as accès à mes codes de carte bancaire. C'est possible techniquement grâce au protocole MCP, d'accord? Et là, le problème, c'est que ça élargit votre surface d'attaque. Imaginez, on a réussi à attaquer une IA générative, mais on a aussi ensuite, on peut avoir accès à toutes les liaisons qu'on a fait grâce à ce protocole-là. Et donc, imagine la surface d'attaque derrière. C'est vraiment très grave, et donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut contrôler. Ok. Et enfin, je ne sais pas si je suis encore dans le bon timing, je ne regarde pas l'heure. Oui, je suis bon. Les stratégies de contrôle. Comment faire pour encadrer l'usage de l'IA et de l'IA générative, en particulier en santé, pour se protéger du shadow AI. Première, c'est du côté organisationnel et un peu juridique. Mettre en place une gouvernance IA transparente et facile d'accès. La première chose qu'il faudrait faire déjà, si vous êtes une grosse structure, c'est effectivement de revoir votre charte informatique. Juridiquement, il faut responsabiliser chacun, à quel degré la structure est responsable, et ensuite, et à quel degré en fait le collaborateur, l'utilisateur est responsable. Il y a des clauses IA à intégrer dans votre charte informatique. Donc, en énumérant tous les outils qui ne sont pas encadrés, quelles solutions alternatives vous proposez, etc. Ça doit être encadré. Le deuxième, c'est de faire une cartographie des outils IA. On le fait déjà quand vous faites du RGPD, on vous demande une cartographie de tous les traitements de données personnelles que vous avez au sein de la structure. C'est quelque chose qui fait vraiment défaut aujourd'hui quand on accompagne les structures, c'est qu'on leur demande est-ce que vous avez une idée de tous les échanges de données personnelles qu'il peut y avoir dans chacun des pôles RH, patients, médecins de votre structure. Là, on a du mal. Si vous n'avez pas une cartographie claire sur les données personnelles, on ne peut pas le piloter. Et c'est pareil pour l'IA. Il faut savoir quels outils vous utilisez, qui a accès à l'outil, comment vous transférez l'outil, est-ce qu'il y a plusieurs outils pour différentes finalités, etc., etc. Faites une cartographie simple, mais ça vous servira de fondement pour ensuite mieux piloter la suite. Et enfin, pour les plus grosses structures, mettre en place un comité éthique ou un comité de gouvernance IA, parce que l'IA, c'est pas que de la technique. C'est pas que le pôle informatique, c'est pas que le RSSI DPO, c'est aussi le juridique, c'est aussi en fait la direction et en fait les personnes métiers. Parce qu'il faut quand même se dire que il y a une logique métier, on peut pas imposer un outil si sur le côté terrain pratico-pratique ça ne marche pas. Donc il y a toutes les parties prenantes, il y a une discussion à avoir autour de tout ça et ça permettra d'utiliser l'IA dans un contexte encadré, mais qui marche aussi sur le terrain. Parce que imposer comme ça, en fait, qu'est-ce qui va se passer, c'est que en fait, si ça ne marche pas, mal encadré, les utilisateurs vont repartir sur du shadow AI, trop contraignant. On va aller sur les outils gratuits, c'était beaucoup plus simple. Donc c'est important de prendre tous les corps les différentes fonctions et les intégrer dans un comité de gouvernance. Le deuxième, là c'est un peu plus technique, proposer des alternatives sécurisées. Alors je vais vous parler moi de l'UMO de Proton, qui est une des seules IA génératives grand public qui utilise le chiffrement de bout en bout. C'est-à-dire que toutes les prompts que vous faites, les discussions que vous faites avec l'IA sont chiffrées de bout en bout. C'est une des seules. D'accord? Donc c'est un outil que je recommande. Si vous avez l'habitude d'utiliser déjà dans le perso, même dans le pro du ChatGPT en version gratuite, la première chose à faire, c'est d'encadrer et d'aller déjà sur cette version de l'UMO.
D'accord, il n'y a pas de, enfin, en tout cas, chiffré de bout en bout, stocké en Suisse avec une législation qui est très stricte. Il n'y a pas de données d'entraitement, il n'y a pas de partage avec des tiers. Donc vous restez dans un écosystème protégé, confidentiel. Le deuxième, je vais vous parler de la plateforme SafeBrain. Donc c'est une start-up française qui a développé un outil qui permet de choisir votre LLM. Vous choisissez les LLM de Claude, de Gemini, de ChatGPT, etc. Vous avez le choix. Okay. Ce qu'ils font, eux, c'est qu'ils vont aller faire des requêtes sur ces différents serveurs, mais ils vont les faire transiter sur leurs serveurs qui sont certifiés HDS, et ils vont y ajouter, en amont de l'envoi des requêtes, une pseudonymisation. Donc quand vous faites un prompt, ou vous avez des fichiers, il va analyser le fichier ou votre prompt, va remplacer les noms-prénoms par des pseudonymes, automatiquement. Ici, on dégage la responsabilité parce que on peut sensibiliser les personnes à le faire. Et quelle garantie vous avez que le collaborateur, il a vraiment enlevé le nom-prénom de la colonne du fichier Excel. Ici, c'est fait techniquement. Donc même si par erreur, il a envoyé un fichier de données de santé, il y a une pseudonymisation qui arrive avant de faire la requête. Voilà. Donc c'est français, ça peut effectivement, la pseudonymisation, ça peut apporter beaucoup plus de sécurité. Et enfin, des solutions sécurisées à déployer en local. Je vous ai donné quelques exemples. Il y a aussi effectivement Hugging Face qui recense en fait tous les LLM à utiliser. C'est une des meilleures solutions techniques parce que vous gardez l'IA en interne et vous avez une maîtrise dessus. Le 3, c'est encore de la technique. Vous avez encadré la partie juridique, vous avez mis sur la partie organisationnelle un comité, très bien. Vous avez proposé des solutions sécurisées, vous l'avez mis aussi dans la charte, parce qu'interdire ne suffit pas, il faut aussi leur proposer des solutions. Mais ici, c'est plus côté informatique, pôle informatique, il faut avoir une surveillance continue. Donc vous avez des outils spécialisés qui permettent de le faire, ou à minima, si vous avez au moins un pare-feu, je pense que vous avez au moins un pare-feu dans votre réseau d'entreprise, il faudrait filtrer en fait et bloquer soit automatiquement les requêtes vers des outils IA grand public. Donc il y a une personne qui va aller sur ChatGPT, votre pare-feu le bloque tout simplement, ou alors avec une petite mention d'information, attention, alors il y a deux écoles, il y a certains qui me disent que nous on préfère laisser. On préfère laisser, mais on met une mention d'information via le pare-feu où il y a une petite pop-up qui apparaît, qui dit qu'attention, là, tu vas utiliser un outil qui est non encadré dans notre structure. Fais attention, c'est ta responsabilité qui est engagée. Et il y en a qui sont beaucoup plus stricts, on bloque dans le réseau d'entreprise complètement. Ok. 4e point, former, sensibiliser continuellement vos équipes. Ça, forcément, il faut sensibiliser vos équipes à l'utilisation de l'IA, et j'insiste bien, en continu. Encore une fois, l'IA avance de façon très rapide. Je vous ai dit, la première version de ChatGPT de l'IA générative, c'était il n'y a que 3 ans. Aujourd'hui, on parle d'agents IA. Et donc, sur ces formations-là, il faudra avoir une balance entre le côté pratique de l'IA, je suis complètement d'accord, on vous apprend à faire du prompt engineering, à optimiser vos requêtes, etc. Moi aussi, je suis le premier à dire oui. Par contre, il faudrait aussi vous expliquer les risques liés. D'accord, instaurer une culture, les erreurs, les biais, les hallucinations, ça existe. Ne pas faire confiance à l'IA à 100%, garder un esprit critique et essayer sur des séances d'avoir une balance entre 50% en pratique puis 50% de sensibilisation. Parce qu'aujourd'hui, voilà, il n'y a pas aujourd'hui, il n'y a pas cette sensibilisation aujourd'hui. Il manque. On peut prendre le cas de ChatGPT encore une fois, qui est poursuivi par une maman en Amérique, dont son fils de 16 ans en fait a discuté avec ChatGPT et s'est trop confié à lui, où à un moment l'IA générative a halluciné et lui a conseillé de se suicider. C'est ce qu'il a fait derrière. Et donc il y a un gros procès derrière sur ChatGPT sur ça. Il y a un gros problème d'éthique, d'où l'intérêt déjà d'encadrer tout ça, mais surtout de former et sensibiliser tous les utilisateurs à ces risques, donc aux biais, aux erreurs, etc. Et enfin le dernier, intégrer le concept de privacy by design et de security by design. Alors en IA, on peut parler aussi de compliance by design. L'idée c'est quoi? C'est très simple. Vous voulez développer l'IA, vous voulez intégrer l'IA dans vos structures. En amont de votre projet, il faut valider toutes les mesures de protection des données et de sécurité avant le déploiement. Je vous redonne encore un exemple simple. Vous avez développé un site web, d'accord? Il est développé, il est en production, et c'est là où vous vous êtes demandé s'il est conforme au RGPD ou pas. Est-ce que le site web est sécurisé? Ça vous coûtera beaucoup de temps, beaucoup d'argent, parce qu'il va falloir réappeler le prestataire, lui réexpliquer que finalement, non, ton truc, il n'est pas sécurisé. Nous, ta politique, elle est mal rédigée, la gestion des cookies, ça va pas du tout. Il faut que tu reviennes, et la facture, elle va doubler. Vous allez perdre beaucoup plus de temps. Ici, la bonne pratique, c'est j'ai un projet, je mets les parties prenantes dans la boucle, que ce soit le côté informatique, le côté juridique, etc. On en discute. La partie DPO, protection des données, cybersécurité, revient vers vous avec toutes les mesures qu'il faudrait encadrer.
Alors nous, si vous voulez, côté pratico-pratique, sur la partie RGPD, on a par exemple des analyses d'impact à faire. Vous avez un projet, on a un logiciel, on le met dans la moulinette. Derrière, ça nous dit quels sont les risques associés à la vie privée des personnes. Est-ce qu'on peut l'accepter ou pas? Et l'AI Act, lui, et c'est une analyse de risque de votre projet. Quel risque il y a? Est-ce qu'il y a un risque majeur pour la vie privée? Et s'il y a un risque élevé, quelles sont les préconisations pour accompagner votre projet? C'est très organisationnel. Hein. Là, vraiment, il faut bien que vous compreniez qu'avant la technique, il y a une partie organisationnelle et juridique à encadrer. Alors, je finirai du coup par une proposition d'un process idéal. Alors, ici, je ne sais pas si vous voyez bien, je pense qu'au fond, vous ne voyez pas bien, je suis désolé. Vous avez un schéma sur 4 niveaux où plus vous allez sur le niveau 4, plus vous avez de la protection, de l'anonymisation, de la sécurité dans le déploiement d'une IA. Le premier, c'est le niveau 0, c'est le niveau où il ne faut pas être. Utiliser une LLM sur des outils gratuits. Okay, données absorbées par les LLM, il n'y a pas de protection. Ensuite, l'étape d'après, c'est, je vous l'ai dit, essayer de pseudonymiser les données personnelles. D'accord ? Essayer de mettre de la pseudonymisation, enlever les noms, prénoms des patients, ou les pseudonymiser. Vous pouvez, une étape supplémentaire, c'est de complètement anonymiser. Alors, la pseudonymisation, ça vous permet de retrouver quand même le nom, prénom du patient. L'idée, c'est que l'IA ne sait pas c'est qui. Par contre, vous savez quand vous faites le traitement qu'attention, ce pseudonyme-là s'associe à cette personne. Et derrière, vous pouvez faire les procédures qui sont liées. On peut aller à une étape plus loin, c'est complètement anonymiser. C'est-à-dire que voilà, sur le même patient, il y aura peut-être deux pseudonymes complètement différents. Il y a une anonymisation totale où l'idée, c'est qu'il est impossible de retrouver la personne physique concernée à partir de cet identifiant. Enfin, vous avez le RAG. Alors le RAG, ça permet, c'est une architecture un peu hybride où vous allez en fait, comment vous dire, c'est comme si vous avez un chat PDF, je ne sais pas si vous connaissez, vous mettez votre fichier PDF par exemple et vous interrogez uniquement les données sur le PDF là. C'est de la RAG. La RAG n'absorbe pas les données et ne l'entraîne pas sur le modèle de l'IA générative. Donc vous avez toujours le contrôle. Et enfin, le dernier, c'est on-premise, l'infrastructure hébergée en interne. D'accord, avec toute la partie sécurité, protection des données, ok, mais il y a un coût qui est beaucoup plus élevé. Effectivement, c'est la partie qui est un peu problématique. Je vais aussi vous parler de 2 choses que j'ai pas abordées durant cette conférence, mais qui sont super importantes. Malheureusement, c'est assez dense, j'ai pas le temps. C'est la partie de l'IA éthique et environnementale. Alors, sur la partie environnementale, il faut savoir qu'une requête sur ChatGPT, c'est à peu près 0,34 watts par heure, d'accord. Bon, c'est-à-dire c'est l'équivalent en électricité d'une ampoule LED qui est allumée pendant 2 minutes, une requête. On se dit c'est peut-être pas beaucoup. Par contre, ChatGPT a annoncé qu'il y a plus de 2,5 milliards de requêtes par jour. Donc en gros, il y a à peu près 28 000 foyers qui sont alimentés en énergie constamment pour pouvoir uniquement gérer la partie et le coût électrique environnemental pour les requêtes qui sont effectuées tous les jours. C'est énorme. Et dans l'IA, on appelle l'IA frugale. Donc l'IA frugale, c'est de pouvoir déployer une intelligence artificielle en prenant en compte des impacts environnementaux. Ça existe. Okay, et sur la partie éthique, alors là aussi, vous avez l'éthique, on en a parlé un peu, mais vous avez surtout, on va encore une fois prendre ChatGPT, je les aime bien, mais voilà, il y a peut-être pas assez d'éthique côté OpenAI. Il faut savoir que pour affiner leur modèle d'entraînement, ChatGPT a engagé des Kenyans, d'accord, où ils étaient payés un peu moins de $2 par heure, où leur métier, leur travail de tous les jours, c'était de regarder des contenus très violents, les mutilations animales, pédopornographie, etc., et de dire à l'IA si effectivement c'est de la mutilation animale ou pas, pour pouvoir affiner, entraîner, tout ça pour empêcher que ChatGPT puisse, via une requête d'un utilisateur, générer des contenus offensants. Donc utiliser ces outils-là, c'est aussi accepter toute cette partie éthique qui est invisible. Voilà. Donc si je devais conclure, alors oui, avant de conclure effectivement, donc le process idéal ce serait quoi? Ce serait de déployer une SLM. SLM, c'est un petit modèle de langage. Vous n'avez pas besoin d'une usine à gaz dans le domaine de la santé. Vous prenez un petit modèle de langage. Quel sera l'impact de l'utilisation d'un petit modèle de langage? Moins d'électricité, déjà. Ok, donc un SLM hébergé en interne, d'accord, avec toute la partie spécialisée dans le domaine de la santé, donc dans votre domaine, entraîné sur des modèles des données de santé, et ensuite avec une gestion des accès, d'accord, et toute la partie sécurité que vous allez mettre autour,
en interne et qui peut, avec le consentement de vos collaborateurs, entraîner le modèle. Je vous donne un exemple de MetGPT là. Alors MetGPT, c'est pas local, hein. C'est une start-up là qui a très récemment mis en ligne metgpt.fr, il me semble. C'est une LLM IA générative spécialisée dans le domaine de la santé. Vous avez le droit à 2 requêtes par jour, vous le testerez. Et en fait, à chaque fois que vous posez des questions hors contexte de santé, vous ne répondez pas. Voilà, il y a des garde-fous, mais l'idée, c'est d'avoir voilà, une version de MetGPT en local, avec toute la partie, avec toute l'infra IA en interne, une gestion des accès chiffrement. Ce serait voilà, la solution idéale, et vous respecteriez les enjeux éthiques. Voilà, vous n'avez pas maltraiter ou torturer des personnes sur votre petit ensemble de données. Environnementaux, parce que là, vous utilisez uniquement l'électricité que l'ordinateur aura besoin pour faire tourner, ou le serveur qui aura besoin pour faire tourner votre modèle d'IA. Et en plus, si vous avez une SLM, c'est beaucoup moins coûteux en énergie qu'une LLM. Okay, les réglementaires, oui, forcément, si vous avez mis toutes les mesures de sécurité, vous serez conforme au RGPD, à toutes les normes. Et enfin, lié à la cybersécurité, forcément, il va falloir mettre la sécurité parce que vous en serez responsable. Voilà, si je devais conclure sur cette conférence, c'est vous dire que oui, il faut prendre le tournant de l'IA, mais il faut le faire dans un contexte sécurisé, éthique et responsable. Voilà, merci beaucoup pour votre attention. On a encore un peu de temps. Je vous écoute si vous avez des questions du coup. Justement, j'allais leur demander s'ils avaient des questions. Mais si je comprends bien, en fait, c'est une intelligence artificielle qui me demande de valider une image. Moi, qui me demande à moi, un être humain, pour savoir si je suis pas un robot, de valider une image que d'autres personnes humaines ont identifiée pour nourrir. Oui, c'est ça. C'est que en fait, il y a un set d'entraînement que OpenAI a mis en place. Alors, ChatGPT a été entraîné sur des gigas de données textuelles. C'est très grand. Et ensuite, il faut, en fait, derrière l'IA, il y a toujours un humain. Il faut affiner le modèle. Et pour dire qu'un contenu est offensant, forcément, il faut que l'humain vous le dise que c'est offensant. Et c'est à partir de là que l'IA peut apprendre qu'elle est offensante. Et oui, ils ont engagé, et je pense qu'ils le font encore, où vous avez des personnes qui, à longueur de journée, regardent de la maltraitance animale et disent c'est de la maltraitance, c'est pas de la maltraitance, etc. Il y a plein d'articles dessus, il y en a qui vont très loin, où vous avez des relations sexuelles avec un animal devant des personnes. Enfin bref, ça va très très loin. On est vraiment ici dans de la torture psychologique, etc. Donc malheureusement, ça existe. Il y a un documentaire qui s'appelle Les Sacrifiés de l'IA, d'ailleurs, je ne sais pas s'il est toujours disponible, mais où on peut effectivement voir comment ça se passe. Ils sont payés effectivement moins d'un $1 de l'heure, et il y en a beaucoup qui sont en dépression. Exact. Et oui, c'est pas du tout évident. Bon, on peut revenir peut-être oui. à ton métier à toi. Est-ce que vous avez des questions? Oui, Léo? Est-ce qu'on peut lui donner le micro? Non, j'entends, ça va. Ah, j'ai pas entendu du coup. Bon, attends, moi? Ah, pardon. Oui, merci. Là je vous entends. Oui, merci Taher. Et déjà d'avoir corrigé mon erreur de tout à l'heure. Merci, j'ai appris des choses. Moi, c'est sur les limites de la RGPD quand même. Oui. Parce que, me semble-t-il, mais tu me corrigeras une deuxième fois, que a priori, ça part quand même de ce que j'ai parlé ce matin, c'est-à-dire c'est une confiance que je donne à celui qui va recevoir mes données. Oui. Et en échange, je l'utilise qu'à des fins des missions pour lesquelles nous, on a signé. C'est ça, ok, d'accord. Théoriquement. Ouais. Sauf qu'aujourd'hui, on voit de plus en plus avec le gouvernement des partages de fichiers, de données entre services de l'État, par exemple, et Amazon, sans notre consentement d'ailleurs. Et donc, est-ce qu'on n'aurait pas atteint la limite de l'RGPD, ou est-ce qu'au contraire, il faut faire évoluer pour s'adapter à ça? Parce que finalement, à notre insu, nous citoyens, eh bien, finalement, les plus grands hackers, c'est quand même les services de l'État. Merci. Alors, c'est une bonne remarque, effectivement. Merci pour la question. Je vous parlais là tout à l'heure d'utiliser par exemple Olvid, qui est une messagerie instantanée qui remplacerait par exemple WhatsApp, sauf qu'il y a eu déjà en fait des débats où ils sont aperçus que certaines données d'Olvid étaient hébergées sur des serveurs d'Amazon. Quid du RGPD si l'État ne l'applique pas? Alors, renforcer ou pas, je sais pas. Alors, renforcer non, parce que je pense que si on l'applique bien, on a un niveau de sécurité qui est quand même très élevé. D'accord? Ce qu'on n'a pas dans les autres pays hors Union européenne. D'accord? Aux États-Unis, c'est pas le même type de protection. Je vous ai parlé à l'introduction où j'avais fait ma thèse sur le physical tracking. Donc, je peux vous traquer physiquement à votre insu, parce qu'il y a des ondes qui sont émises par vos capteurs
de téléphone, de smartphone, etc. Ça marche encore aujourd'hui, sauf que le RGPD vous protège. Vous partez en Amérique, c'est des choses qui sont utilisées en Amérique, notamment par les détectives privés. Mon mari, ma femme m'a trompé, va voir où est-ce que son objet connecté, voilà. Et c'est pareil pour les assurances. En Amérique, en fait, ils regardent vos déplacements pour savoir si on peut vous assurer. Donc le RGPD, ça a bien appliqué, non. Et malheureusement, ce qui se passe aujourd'hui dans le monde du RGPD, ça va pas dans le bon sens parce que il y a encore, on a parlé du projet Omnibus. Je sais pas si vous avez entendu parler. Le projet Omnibus, c'est en fait de prendre du RGPD et de le rendre moins sain et moins protecteur. Et pour avantager les plus gros acteurs, notamment pour pouvoir entraîner leur modèle d'intelligence artificielle. C'est très compliqué. C'est très compliqué. Déjà, RGPD. Moi, dans mon métier de DPO, je pense que j'entends toujours que c'est contraignant. Sauf qu'il faut, je suis complètement d'accord avec vous, c'est très contraignant par exemple, de ne plus envoyer de données de santé par mail parce qu'en fait, les personnes ont été habituées pendant 10-15 ans à le faire. En plus, c'est très pratique. C'est un clic, je mets la pièce, j'envoie. Et là, vous me dites qu'il faut passer par de tels, il faut que je me connecte, double authentification. Il y en a, en fait, voilà. Et c'est pour ça qu'en fait, il y a du Shadow IT, Shadow AI qui est créé. Et donc je reviens en fait sur je disais, j'ai perdu le fil, je suis désolé. Ah oui, donc le projet Omnibus, oui, on essaie de donner le meilleur exemple. L'État effectivement ne le suit pas. Il y a une réponse peut-être que je peux apporter sur la partie pourquoi ils vont voir en fait Amazon et les gros, c'est qu'aujourd'hui ils disent sous réserve de vérification, sous réserve de vérification qu'on n'a pas en Europe les infrastructures nécessaires pour absorber autant de données. C'est-à-dire tout le niveau de protection, etc. Sauf que vous voyez dans les news très récemment Cloudflare a été en panne et quasiment tout Internet était en panne. On pouvait plus utiliser tous les services qu'on connaît. Donc déjà, sur ce niveau de RGPD, j'espère le garder et qu'il n'y ait pas d'autres projets qui viennent l'affaiblir. Et puis, appliquer bien comme il faut en étant accompagné ou si vous avez un DPO en interne de votre structure, notamment avec les stratégies en 5 points que je vous ai présentées sur l'IA, ça devrait déjà être pas mal. On serait déjà à un bon niveau. D'autres questions? Oui? Oui. Présentez-vous, monsieur May. Super. Grégoire, je suis collègue je te connais. de TAR à Thésis. Moi, j'ai une question plutôt internationale. Parce que justement, nous, on est assujettis à ce RGPD. Tu parles de son affaiblissement sur certaines choses. Et justement, j'ai l'impression qu'on est en train de prendre un virage dangereux en parlant de performance et de compétitivité, notamment par rapport à l'intelligence artificielle et les GAFAM en général, qui, eux, sont autorisés à faire tout ce qu'ils veulent, alors qu'en Europe, on est vachement limité. Donc, ma question, c'est est-ce que on ne va pas vers une pression trop importante pour nous, être obligé de l'ouvrir? C'est une très bonne question, ça. Et tu es d'accord, c'était pas préparé. Ok. Alors, pour répondre à ta question, déjà sur les IA génératives, j'ai pas parlé de Mistral, le chat de Mistral. Tout simplement parce que alors Mistral, effectivement, a un avantage par rapport aux autres IA génératives, c'est qu'effectivement, il est hébergé en France et vous avez les RGPD qui s'appliquent. Sauf qu'en mars 2025, il y a eu un petit scandale autour de Mistral, c'est qu'ils se sont aperçus qu'il y avait de la collecte de données abusive, d'accord, sur les modèles gratuits, alors qu'il fallait effectivement demander le consentement. J'en parle, pourquoi? Parce que justement, il y a un côté performance. Moi, en tant que développeur de solutions d'IA générative, j'ai un modèle, une base de modèles, j'ai besoin maintenant que les utilisateurs me donnent leurs données pour l'améliorer. Et c'est justement dans ce souci de performance, je ne pense pas que les intentions de Mistral soient malveillantes, mais là, on est clairement dans un processus d'amélioration. Alors, moi, ce que je fais sur le terrain pratico-pratique, c'est qu'on a une gestion des risques. Quand on accompagne un adhérent ou une structure dans une démarche de conformité, il y a des fois, on regarde vraiment, c'est pour ça qu'on audite les personnes sur le terrain. Comment vous travaillez sur le terrain? Je l'ai remis dans les stratégies de sensibilisation avec la mise en place d'un comité pratico-pratique, comment vous fonctionnez. Et à des fois où on propose des solutions, ça marche pas, et ben des fois on prend le risque. Mais voilà, c'est sûr que je vous dirais utiliser du WhatsApp et du Gmail pour des données de santé, c'est non, c'est sûr. Voilà. Maintenant, essayer de faire installer une solution de chiffrement sur le mail, avoir une couche supplémentaire transparente sur l'expérience utilisateur, oui. Ça n'apportera pas 100%, mais ça apportera déjà un plus. Et on a une petite gestion du risque comme ça. C'est tout le travail qui est assez difficile aujourd'hui d'un DPO. C'est que c'est sûr que
il faut aussi savoir que vous serez jamais à 100% conforme au RGPD, ça n'existe pas. Nous, quand on accompagne les structures, c'est de vous élever à un degré satisfaisant par rapport à la nature de vos activités. Voilà comment on fonctionne. Donc il y a une gestion des risques. C'est la meilleure solution. On va essayer de voir comment travailler. Qu'est-ce qui est le moins contraignant ? Je me rappelle, je pense qu'on avait travaillé sur la partie des gestions des cookies sur la nouvelle version du site de Thesis et j'étais intervenu, je lui ai dit attention, tu as mis des cookies publicitaires et par défaut ça doit être off et puis il faut afficher le bouton tout refuser. Faut pas que les utilisateurs s'amusent. Et je sais que là c'était ouais mais on a besoin de savoir quand même qui vient sur le site, etc. On a essayé de faire au mieux. Donc là, je pense qu'il y a un bouton continuer sans accepter, il me semble, quand tu arrives, avec effectivement les cookies publicitaires mis à off par défaut. Donc on est bon. Voilà. Et bon, on est bon, ça fait plaisir. D'autres questions, remarques ? Je vais prioriser monsieur. On fait l'exercice du debout. Voilà, debout, on se présente et vous connaissez la suite. Merci Benoît Falk, on travaille dans la santé sur les installations d'IRM scanner. Voilà. Oui. Je me demandais, vous parlez souvent depuis le début de la journée des modèles finalement d'IA qui sont gratuits en disant que grand public qui sont effectivement dangereux. Qu'en est-il de ceux qui sont payants ? Ah ouais, ça c'est effectivement toute une... Alors, on a déjà eu un cas, effectivement, on nous a demandé est-ce que la version de ChatGPT Pro est gratuite et est-ce qu'elle est beaucoup plus sécurisée, etc. Malheureusement, je pourrais pas vous apporter une réponse toute précise. On a accompagné, par exemple, une structure adhérente à déployer la suite Microsoft 365 dans leur établissement avec l'utilisation de Microsoft Copilot. En fait, on a eu beaucoup de réunions avec Microsoft en France. En fait, on leur a demandé des mesures de garantie. Quelles sont factuellement vos mesures de garantie ? Est-ce que il y a une option pour être sûr que en fait vous n'alimentez pas en fait les modèles d'intelligence artificielle sans le consentement, etc. Et alors, la licence effectivement coûte plus cher, mais sur certaines licences, effectivement, on analyse les contrats, les clauses, les plans d'assurance sécurité, etc. pour en déterminer en fait nous en tant que DPO, est-ce qu'il y a en fait un degré satisfaisant. Il y aura toujours un risque. Et en fait, ce qui se passe sur la partie de copilote, c'est qu'effectivement, ils sont dans un environnement sécurisé, pour l'histoire. Hein. Donc, il y a un environnement sécurisé, ils peuvent utiliser copilote, mais il y a toujours une question sur l'entraînement des données. Là, on ne sait pas. Il y a toujours un petit flou. Vous voyez. Donc, on ne sera pas à 100% conforme. Alors, moi, de mes préconisations et de mes tests, je préfère que vous partiez sur des solutions que j'ai listées, qui ont été testées. Ce qui est l'avantage, par exemple, de Lumo, c'est qu'il est open source. C'est-à-dire que son code est disponible. Il y a des chercheurs qui ont regardé si effectivement ce que vendait Lumo est appliqué sur le terrain. Quand c'est ouvert et transparent, on peut le vérifier. Aujourd'hui, avec Microsoft et les GAFAM, c'est compliqué. Leur code n'est pas ouvert. Voilà. Donc tout ça pour vous dire, effectivement, il y a un risque aussi qu'on ne soit pas conforme avec des outils payants. Je tiens à le préciser. Après, si c'est vraiment un côté, si c'est vraiment les 20 € par exemple que vous payez de ChatGPT Plus par mois, si vous voulez, SafeBrain, c'est 20 € par mois. Et vous avez accès aussi à la LLM de ChatGPT, mais dans un écosystème un peu plus sécurisé. Donc pour le même prix, ne perdez pas de la protection des données. Merci pour les précisions et la réponse. Est-ce qu'il y a une autre personne ? Tu vois quoi ça est aujourd'hui, hein. Mais les gaillards, parce que dans un état de affaires. Et bien évidemment, oui, pour avoir une espèce de carte, une carte, en tout cas une photographie localement à La Réunion, dans les structures que tu as expertisées ou diagnostiquées, où est le curseur sur l'échelle de 0 à 4 de ta structure, mais aussi globalement, où est situé le curseur entre le minimum et le maximum dans les organismes que tu as expertisés, pour voir vraiment si le gap est tellement, il y a un gros effort à faire localement et régionalement, mettre en place une politique aller vers, ou alors c'est peut-être quelque chose qui n'est pas forcément utile. Merci. Alors non, c'est encore une fois une bonne question. Au niveau de Thesis, je ne suis pas le seul DPO, on est une équipe de 3. Alors pour l'instant, on n'a pas encore, on a une utilisation de l'IA, mais c'est sûr qu'il y a du travail à faire, même chez nous. D'accord ? Moi, je suis plus sur le terrain au niveau des adhérents. Et en fait, alors si je prends le niveau, la plupart des adhérents, il y a beaucoup de Shadow AI, on est encore au niveau 0.
Parce que là, en fait, on a de plus en plus de questions qui nous reviennent. C'est très récent. Si je vous dis sur 1 an, c'est là où on a commencé à avoir de plus en plus de questions. Et c'est là qu'on s'est questionné en interne aussi à se dire attention, là, on reçoit de plus en plus de questions liées à l'IA. Mais en fait, quelle réponse donner, comment faut l'encadrer? Donc voilà, on a mis nous en place typiquement certaines stratégies. On est en lien avec la DSI, etc. On fait les visios, comme je vous ai dit, par exemple avec Microsoft France. On les accompagne, on vérifie tous les documents juridiques, etc. Donc on a commencé à faire. Mais ce qui est sûr, c'est que d'un niveau global, on est encore sur du niveau 0. Il faut être honnête. Et puis c'est pour ça qu'on voit beaucoup de shadow AI en fait. C'est parce que voilà, il n'y a pas des alternatives, il n'y a pas de propositions peut-être de la part de structures qui n'ont pas encore pris peut-être le tournant de l'IA ou qui sont en retard sur le sujet, qui ne se sont pas encore posé la question en fait, est-ce qu'on peut l'utiliser ou pas, comment le faire? Et ben justement, voilà. Mais il y a un certain engouement, donc je rassure. On est encore au niveau 0, mais je suis certain que dans les années à venir, enfin du moins dans l'année qui va venir, il y a déjà beaucoup plus de structures qui nous ont demandé, ok, bah là, il faut que l'IA c'est un sujet réel, il faut que vous nous accompagniez sur comment déployer telle solution, telle solution. Voilà. J'espère l'année prochaine revenir sur scène et vous dire qu'on est bon. On verra. Merci. C'est vrai que ChatGPT date de 3 ans seulement, c'est Novembre incroyable. 2022, Aujourd'hui, quand on pose une question, ça met une poignée de secondes avec une précision énorme. C'est qu'effectivement, ça a été nourri, surnourri. Mais à chaque fois aussi, on nous balance des technologies comme ça, on ne donne pas la notice et on découvre les problèmes et les conséquences au fur et à mesure. Quand est-ce qu'on pourra... C'est toute la difficulté de mon métier. Parce que moi, je viens là pour vous dire attention, protection de vos données, vie privée, il y a des choses qui se passent derrière. Et l'utilisateur ne regarde que le confort, la rapidité, la facilité d'utilisation, ce qui est, je peux comprendre. Voilà, donc on est là pour un peu être un peu les défenseurs et encadrer un peu tout ça au sein de vos structures, vous sensibiliser surtout sur le côté privé. Je pense que là, s'il y a encore du chat GPT, si vous avez connecté du chat GPT avec Genel, faites attention. Partez sur des solutions que je vous ai dit là, vous gagnerez déjà une protection sur votre vie privée. Voilà. Il y a peut-être quelque chose à faire au niveau de l'éducation nationale avec les tout petits et peut-être les acculturer à l'utilisation de l'IA comme ça. Je souhaite justement sur votre question, l'éducation nationale, à partir de l'année prochaine, mettra en place une formation de sensibilisation à l'IA aux jeunes. Ils le font déjà sur l'usage du numérique. Donc en gros, il y a une plateforme en ligne qui est mise en place par le rectorat aussi à La Réunion, où les jeunes se connectent. Voilà, donc voilà, c'est ça. Ils s'entraînent, ils ont des fiches mémo, etc. Ils passent un examen, ils doivent le réussir et ça leur fait rentrer sur une certaine hygiène numérique. Et là, ils passent à la vitesse supérieure à partir, je crois, de février. Il y a certains établissements à La Réunion qui m'ont dit, effectivement, dans le sud, qui vont intégrer ce module d'IA pour les jeunes. Donc c'est très bien. 1, 2, ça non plus, c'était pas préparé. Est-ce que vous avez une dernière question peut-être? Je crois qu'on les a perdus, Taher. Ou alors, ils sont pas rassurés. Je sais pas. Ça peut être un des deux. Par applaudissement, qui est rassuré? Ben voilà, on a notre réponse. C'est pour ça. Très bien. Par applaudissement, qui a appris énormément de choses, qui Merci beaucoup. est reconnaissant de cette journée, de ces experts qui sont venus échanger avec une réflexion beaucoup plus incisive sur l'utilisation de l'IA, sur la protection des données, sur les fuites de données, sur les automatismes qu'on peut avoir. Vous nous avez tous apporté des solutions et elle est faite pour ça, cette journée. Merci beaucoup. Merci Taher. Moi, je suis impressionnée par effectivement votre aisance et la maîtrise du sujet. Donc, j'espère avoir de bonnes nouvelles aussi pour l'année prochaine. Merci beaucoup à vous d'avoir participé à ce séminaire. Normalement, on devait avoir Antoine Lerat qui aurait dû conclure, mais il fait partie lui aussi d'un atelier comme quoi on ne cesse jamais d'apprendre. Je voulais remercier également Elsa et Alice pour m'avoir contacté une nouvelle fois. C'était pour moi encore passionnant. Je ne sais pas dans quel état je sors de là en vrai de vrai. Je ne sais pas si je suis contente ou au contraire alarmée. Je n'ai pas encore décidé. Je verrai ça dans ma voiture sur le trajet, le temps de digérer toutes les émotions. Je voulais également remercier CGS Thésis, l'ARS, la participation aussi de l'assurance maladie, la librairie Autrement pour la librairie volante, vous pour votre assiduité, puisqu'il y en a plein qui étaient là l'année dernière, pour votre implication, pour votre attention, pour vos questions qui n'étaient pas très nombreuses, mais bon, j'imagine que vous avez absorbé beaucoup d'informations. Et je vais vous faire une révélation. Finalement, aujourd'hui, cette journée a été animée par une intelligence artificielle. En vrai, c'est pas moi.
Je suis dans mon salon en train de gérer. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Mais ils le font déjà, je crois, en Amérique latine, où ils prennent des hologrammes pour présenter des journaux nationaux. Donc voilà, dans mon métier aussi, j'imagine qu'on va être remplacé. En tout cas, je vous remercie. Il y a un cocktail à la sortie. À la sortie, n'oubliez pas non plus de remettre vos badges. Merci pour cette journée. Vous aurez encore l'occasion d'échanger. Vous les avez identifiés, ils sont là. Je sais qu'il y en a qui préfèrent œuvrer dans la discrétion, one-to-one. Donc, n'hésitez surtout pas. Merci encore, portez-vous bien. Et puis, le cocktail est à côté. Innov.